Madame, Monsieur, bonsoir. Réélu le 24 avril 2022 à la présidence de la République française, avec 58,5% des suffrages exprimés, le président Emmanuel Macron, centriste libéral, peut-il rompre avec la France-Afrique et privilégier des rapports décomplexés avec ses anciennes colonies où souffle à forte rafale un vent de panafricanisme? Faut-il au contraire craindre un regain de violence ou de coups d'État sur le continent au nom des intérêts géopolitiques? Faut-il repenser les accords de coopération entre la France et ses anciennes colonies? Quelles sont les grandes leçons à retenir du second tour des élections présidentielles françaises? On en parlera dans le cadre de cette émission. Les sanctions ciblées de Washington contre la Russie et la riposte du Kremlin ne laissent-ils pas planer une nouvelle guerre froide? La nomination d'un nouveau vice-président en Côte d'Ivoire rend-il plus lisible l'alternance au sommet de l'État? Les accords de coopération bilatérale entre le Cameroun et la Russie vont donc constituer le menu de l'articulation face à l'invité de cette nouvelle édition de votre émission Sans langue de bois, émission d'entretien sans filtre sur For You TV. En deuxième partie, notre invité sera face à Kadiak Bembak, qui est chef d'entreprise, chercheur en énergie en Petroleum Energy dans le cadre du duel des tenors. Ce mardi, pour cette émission Sans langue de bois, notre invité c'est le professeur Tifiermila Soté, qui est le président du Rassemblement démocratique pour la modernité du Cameroun. Depuis Paris en France, infiniment merci d'avoir accepté l'invitation de cette émission Sans langue de bois ce mardi. Oui, monsieur Yves Sanjo, je vous remercie de m'avoir invité. Je dis bonsoir à vos millions de téléspectateurs, à tous les Camerounais qui suivent votre télévision For You TV. J'ai déjà été invité, j'ai eu l'honneur d'être invité par le passé. J'espère que j'aurai avec eux une belle émission ce soir qui ne sera pas interrompue par des coupures d'électricité ou d'Internet. En tout cas, Tifon l'espère. Bonsoir à tous les compagnons. Merci d'être avec nous dans le cadre de cette émission Sans langue de bois. On espère également qu'on aura une bonne fluidité dans la communication au cours de cette émission avec vous qui êtes basé à Paris en France. Et avec vous, on va d'ailleurs débuter pour cette première partie d'échange sur des questions d'actualité avant d'aborder le volet thématique avec le contradicteur qui est déjà bien installé dans nos studios de For You TV. J'aimerais qu'on parle de cette réélection d'Emmanuel Macron en France. Est-ce que vous pensez, comme certains, que cela pourrait marquer une véritable rupture de la France-Afrique? L'élection du président Macron en France est d'abord une élection des Français. Et le président français est élu pour défendre les Français. Et donc pas forcément pour défendre les Camerounais ou l'Afrique. Je crois qu'il faudrait que nous, Africains, et je voudrais surtout parler de mon pays, le Cameroun, qu'on cesse de penser que les peuples de l'Occident élisent leur chef d'État pour défendre les intérêts de l'Afrique ou du Cameroun. C'est une perception erronée de croire que le président qui est élu pour s'occuper des problèmes des Français va entreprendre des actions qui bénéficieraient au premier chef à nos peuples. Ce n'est pas exact. La politique de rupture, je crois que vous avez parlé de rapports décomplexifiés entre la France et l'Afrique. Le président Macron l'a dit lors de son premier mandat. Et on a même eu l'impression, lorsqu'il a organisé un sommet avec la société civile africaine à Montpellier, que c'est ce qu'il recherchait. Avoir des rapports décomplexifiés avec l'Afrique. Mais j'ai peur que la montagne accouche d'une souris, parce que je ne pense pas
surtout aujourd'hui dans la reconfiguration géopolitique du monde, que la France puisse se détacher des pays africains. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut envisager. Mais par contre, l'Afrique, et mon pays au premier chef, peut tirer parti de la nouvelle situation qui s'impose à la France et à l'Occident en général, et qui est manifestement le premier indicateur de la reconfiguration géostratégique et géopolitique du monde. Donc, je ne crois pas que l'élection du président Macron va changer quelque chose au cours d'un quinquennat, si ça n'a pas pu changer quelque chose au cours du dernier. Il aurait pu ne pas être élu. Donc, il ne faut pas trop rêver. Il faudrait que l'Afrique grandisse, que mon pays mûrisse, et que, avec sa population, bien sûr, parce que nous avons la chance d'avoir un chef d'État qui est parmi les plus âgés du monde, du moins au pouvoir, en termes de longévité au pouvoir, et donc il y a une forte expérience en matière de relations internationales. Je pense que nous ne devons pas trop attendre de l'élection du président Macron. Professeur Tif Mila Assoté, faut-il, à votre avis également, craindre un regain de violence ou de tension dans les anciennes colonies avec une multiplication de coups d'État sous ce nouveau quinquennat qui s'ouvre pour le président français? Bon, ça pourrait, dire ça comme ça, pourrait faire croire que le président français organise des coups d'État. Ces derniers temps, on a observé à la fin de son mandat, surtout en Afrique de l'Ouest, qu'il y a une résurgence des coups d'État, ce qui pour moi est un recul démocratique sur notre continent. Bon, certaines intelligences attribuent à des militaires dans certains pays certaines réformes. Je n'y crois pas beaucoup parce que ce n'est pas le rôle d'une armée dans un pays. Une armée dans un pays a des missions qui sont inscrites dans la loi fondamentale, et lorsque on a une armée qui est évoluée, qui a grandi, qui a atteint la maturité, elle se limite à ses missions fondamentales telles que le peuple souverain, le constituant, les a voulues. Donc, est-ce que avec l'arrivée une nouvelle fois au pouvoir du président Macron, la tendance qu'on a observée en Afrique de l'Ouest aujourd'hui pourrait se multiplier? Il faut parler avec les devins pour répondre de manière définitive, de manière absolue à cette question. Mais je crois qu'il faut craindre la résurgence des coups d'État sur le continent africain par l'effet domino de ce que nous observons aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Ce sont des indicateurs qui montrent qu'il y a un malaise quelque part dans la conception du rapport des intellectuels africains et même des corps constitués africains, de leur rapport à la politique, qui semble être un rapport de pouvoir et non pas un rapport de service. Donc, je crois que les coups d'État en eux-mêmes, ce qu'on a vu ces derniers temps, comme ce qu'on a vu avant cela, n'ont jamais manifestement changé grand-chose sur le continent africain. D'ailleurs, on en parle parce que le continent n'est pas beaucoup plus avancé aujourd'hui qu'il ne l'était avec les coups d'État des gens comme Idi Amin Dada et autres. Donc, je ne crois pas que le coup d'État ou les coups d'État soient une solution pour l'émergence, le développement d'un pays. Donc, je crois qu'il faut craindre que la contagion de ce qu'on a observé ces derniers temps en Afrique de l'Ouest s'étende dans la nouvelle reconfiguration géopolitique du monde, s'étende sur d'autres pays du continent. Ce serait dommage et ce serait un regret pour tous ceux qui se sont battus pour la démocratie depuis le retour au pluralisme depuis 1990. Donc, est-ce que le président Macron
dans cette nouvelle configuration, pourrait mettre en place une stratégie de renforcement des relations avec les pays je vais dire, les anciennes colonies de cette métropole, est-ce qu'il a intérêt plutôt à renforcer ces relations qu'à déstabiliser ces pays? Je crois que je pense pour la première hypothèse. Il y a un désamour qui est manifeste sur le continent vis-à-vis des relations entre la France et l'Afrique, dans ce qui était considéré jusque-là comme son précaré, et qui est convoité aujourd'hui ardemment par les nouvelles forces en présence dans le monde, la Chine, la Russie et la Turquie et bien d'autres, le Pakistan, bon, et l'Inde. Donc, je crois que la France gagnerait plutôt à refaire sa santé sur le continent qu'à envisager une déstabilisation qui aggraverait aussi bien ses relations avec le continent que aggraverait la misère qui pousse de nombreux Africains à traverser l'océan pour se rendre vers ce qui leur apparaît comme le dernier espoir, le nirvana, où chacun pourrait faire sa vie mieux qu'en restant chez lui. Donc, je ne pense pas que ce serait dans l'intérêt de la France d'entretenir des coups d'État. Mila Sauté, faut-il repenser la coopération entre l'Afrique et la France, notamment les anciennes colonies françaises? Repenser la coopération avec ces pays me semble quelque chose d'inéluctable. Vous savez, les populations ont changé, les contextes même ont évolué, les besoins des populations ont varié et le niveau d'intelligence, je veux dire le taux de scolarisation sur le continent a explosé. Et donc, explosé avec lui le taux de chômage qui fait que nos pays sont devenus des espèces de marmites cocottes, où la jeunesse, en proie à ce chômage endémique dans de nombreux pays, est poussée vers la violence verbale, la violence de rue, la délinquance de toutes sortes, les tentatives de l'expatriation dans des aventures en bac, sur les bacs en mer. Donc, toutes ces choses font que nous sommes bien obligés de repenser la coopération. Mais ça, c'est sur le plan endogène, mais sur le plan international, c'est même une contrainte de revoir cette coopération parce qu'il y a des nouveaux acteurs depuis la globalisation qui sont entrés sur le continent africain où la France, pour ce qui concerne la France, elle n'est d'ailleurs pas il n'est d'ailleurs pas le seul pays à avoir des relations avec les pays africains, mais où elle était jusque-là en sécurité parce qu'elle détenait le monopole des relations économiques avec nos pays, des relations économiques et de toute autre relation bilatérale. Mais aujourd'hui, ces rapports ont changé depuis que le monde s'est ouvert et se complexifie avec ce qui apparaît en Ukraine aujourd'hui comme le premier indicateur d'une crise internationale qui ramène la guerre froide. Donc voilà ce que je peux vous dire. Les rapports entre la France et l'Afrique ne vont pas être reconsidérés parce que la France le souhaite ou que les Africains le désirent, mais parce que la conjoncture actuelle l'impose. Elle l'impose sur le plan humain, sur le plan culturel, sur le plan éducationnel, sur le plan économique et sur le plan des rapports de force, des puissances qui sont en quête des ressources énergétiques sur le continent africain. Parce que la géopolitique aujourd'hui, les rapports de force aujourd'hui, ils sont surtout énergétiques. C'est ça les défis de notre temps, de temps. Mais comment l'Afrique peut-elle tirer parti de cette compétition sino-russe face au bloc occidental Amérique, ancienne Europe? Donc voilà les enjeux qui sont devant nous et où il faut qu'il y ait une stratégie africaine d'aide à la mémoire. Ça suppose que l'Afrique et notre pays, je souhaite pour notre pays, que les géostratèges se mettent au travail pour que les événements ne nous surprennent pas. Donc la reconfiguration, la reconsidération
de, de, de notre coopération avec la France et les autres pays est inéluctable. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option. C'est même une condition sine qua non pour le renforcement de la coopération avec ces pays. C'est une condition sine qua non pour une relation fluide, pour rétablir le sentiment qui s'est dégradé des Africains vis-à-vis de la France. Professeur Pierre Mila Sauté, parlons globalement de ce scrutin, de ce second tour des élections présidentielles en France. D'un point de vue organisationnel, est-ce que l'Afrique a des leçons à retenir de ce scrutin? Oui, bien sûr que l'Afrique, qui est un continent jeune sur le plan démocratique, on a commencé à revenir au pluralisme politique après près de, on va dire, une trentaine d'années de monolithisme sur le continent, en 1990, après le discours La Bolle. Donc, nous sommes dans l'apprentissage démocratique, et la démocratie, c'est quelque chose de très fragile, qui n'est jamais acquise, et donc il faut tous les jours apprendre quelque chose. On a appris, parce qu'on n'a pas seulement appris en France, on a appris aussi aux États-Unis avec la dernière élection de M. Biden face à M. Trump. Donc on a appris que la démocratie a toujours quelques problèmes, quel que soit l'endroit où elle s'exprime. On a vu dans le pays, la mère des démocraties, des gens envahir le Sénat avec une idée de contestation des résultats des élections. On a vu aujourd'hui en France une Marine Le Pen très fair-play qui a reconnu sa défaite le jour même, le soir même de l'élection. Ça suppose que les acteurs électoraux sont d'accord sur le processus électoral et sont aussi d'accord sur les institutions chargées de proclamer les résultats et de les respecter. Donc, je crois qu'on a appris, peut-être qu'il faut également apprendre davantage à respecter le suffrage des citoyens, à faciliter que tous les citoyens puissent accéder à une carte électorale et donc à s'exprimer dans les urnes, plutôt que s'exprimer dans la rue, ou plutôt que s'exprimer par la violence, comme on a vu dans certaines ambassades, etc. Donc, je crois qu'on a appris et que si on n'avait pas appris, il faut apprendre. Professeur Pierre Mila Sauté, j'aimerais qu'on évoque 3 autres sujets avant la première articulation, le duel des ténors de cette émission Sans langue de bois, émission d'entretien sans filtre sur For You TV. J'aimerais qu'on dise un mot sur les sanctions de Washington contre la Russie et la réaction du Kremlin à la suite de ces sanctions. Comment percevez-vous le conflit entre l'Ukraine et la Russie? Peut-on craindre qu'il y ait un remake de la guerre froide? Oui, on est déjà dans la guerre froide. Il n'y a plus à craindre ni à se poser des questions. C'est le retour à la guerre froide et l'Ukraine est la première manifestation ou le premier centre où se manifeste ce retour à la guerre froide. Il y a un bloc occidental, les États-Unis et leurs alliés, dans le commandement intégré de l'OTAN, et en face, on a l'organisation de la sécurité commune de la Russie, à laquelle se joint désormais une espèce d'alliance sino-russe, avec des rapprochements de pays qui veulent être neutres comme la Turquie, mais qui ne le sont vraiment pas. Je crois que la guerre froide est revenue. Ce n'est plus une hypothèse. Et il n'y a pas longtemps, pas plus tard que ce soir ou cet après-midi, on a entendu d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères de la Russie, M. Lavrov, dire ouvertement qu'on n'est pas loin de la Troisième Guerre mondiale. Donc, on est en pleine guerre froide. Et puis, le rapprochement
de la Russie avec la Chine, qui entretenait jusque-là des rapports négatifs au Conseil de sécurité avec les droits de veto, les sanctions les rapprochent, parce que les sanctions qui frappent la Russie aujourd'hui et sont à peu près les mêmes qui ont frappé la Chine. Et donc ça crée un rapprochement entre ces deux puissances, même si on peut penser que la Chine regarde la Russie avec un tout petit peu de mépris de l'ancien grand frère, et que la Russie a une méfiance vis-à-vis de la Chine, mais ces sanctions constituent pour ces deux pays une espèce de ciment qui les rapproche et qui renforce leur coopération militaire et sans doute leur coopération économique davantage aujourd'hui que hier. Donc c'est ça l'enjeu même qui fait dire que nous sommes en pleine guerre froide. Parce que vous avez vu toutes ces sanctions qui consistent à dire que le commerce n'est plus possible avec la Russie dans quelques domaines que ce soit. La Russie est au banc des Nations Unies pratiquement avec ces différents votes en Assemblée générale qui met ce pays le dos au mur. Donc voilà, je résume en disant que nous sommes déjà dans la guerre froide. Ce n'est pas une hypothèse. Est-ce que ce conflit entre la Russie et l'Ukraine peut servir à l'Afrique dans le cadre d'un changement de paradigme? On peut le croire, on devrait le croire, parce que l'Afrique, depuis ces 60 dernières années, était sous le parapluie pour les pays qui relèvent de la protection avec les accords de défense de la France, était sous le parapluie de la France, qui est une des puissances nucléaires du monde. Mais avec la nouvelle configuration aujourd'hui, géostratégique et géopolitique aujourd'hui, des pays africains peuvent être tentés de se repositionner dans les nouveaux équilibres mondiaux des forces du monde qui se présentent à elles. Et donc, on doit s'attendre à ce qu'il y ait des écarts qui se manifestent par rapport à ce qui avait jusque-là été observé. D'abord parce que les offensives diplomatiques des pays qui veulent des espaces militaires nouveaux, tels que la Russie, qui est acculée aujourd'hui par la communauté internationale, ou la Chine, qui était déjà présente sur le continent africain sur le plan économique, et qui veut certainement, parce que les rapports entre la Chine aujourd'hui et les États-Unis constituent la clé de voûte de la menace des conflits mondiaux. C'est ça qu'il s'agit. Et il s'agit là des rapports de force économiques qui peuvent se déporter sur des rapports de force militaires. Donc oui, l'Afrique, on va observer certainement des rapports nouveaux, des coopérations nouvelles dans les pays africains qui veulent soit rester sous le commandement intégré de l'OTAN, soit en sortir. On va observer. Mais ce qui est certain, les pays africains qui veulent se protéger, et puis il y a une nouvelle puissance militaire nucléaire qui est en train de naître en Iran. Donc certains pays vont chercher à se protéger sous le parapluie, soit du commandement intégré de l'OTAN, soit la sécurité collective de la Russie, soit peut-être celle de la Chine. Bon, donc voilà un peu ce que je pense. Il est certain qu'il y aura des évolutions. Ces évolutions peuvent entraîner ce que vous aviez évoqué tout à l'heure, hein, en craignant les coups d'État. C'est ce qu'il faut redouter, que ces évolutions entraînent des déstabilisations de certains pays. Pourquoi? Parce que les pays qui sont installés aujourd'hui dans leur confort régionaux ou sous-régionaux
et qui auraient tendance à perdre pied sur ces pays-là peuvent être tentés par des mécanismes de déstabilisation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est possible. Bon, et même ceux qui veulent conquérir des espaces nouveaux sur le continent peuvent avoir des offensives également de déstabilisation des régimes qui ont des accointances anciennes avec les pays auxquels ils sont familiers. Donc voilà les risques majeurs que courent certains de nos pays dans cette période de reconfiguration des rapports de force en matière de géopolitique mondiale. Très bien. Dans ce contexte eh bien, de conflits sous-jacents ou simplement de guerre froide sous-jacente, le Cameroun a néanmoins décidé de signer un nouvel accord de coopération militaire avec la Russie. Comment est-ce que vous interprétez cet acte diplomatique? Je n'ai pas tous les éléments d'appréciation de ce qui a motivé la signature de cet acte, cet accord de coopération militaire. Mais j'imagine que le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, est un très vieux chef d'État en matière de coopération internationale et qu'il il a le destin du Cameroun en main, le destin de la sécurité du Cameroun entre ses mains. Donc, il sait exactement ce qu'il fait. Je crois que pour arriver à un accord, à la signature d'un accord de coopération militaire, ce n'est pas une décision qu'on prend la veille. Et donc, peut-être que c'est un sujet qui était déjà en débat depuis un certain temps et dont la maturité arrive au même moment que le déclenchement des hostilités de la Russie en Ukraine. Est-ce qu'il était possible de différer la décision ou pas? Ça, je crois que le président de la République a su apprécier le moment où il voulait le faire. Mais il faut dire que les pays africains ont le droit de multiplier leur coopération militaire avec les pays qui leur semblent idoines, tels que la Russie ou d'autres. Je ne crois pas que ce soit le seul accord de coopération que le Cameroun ait signé ces derniers temps, et peut-être que ce n'est pas le seul qu'il va signer demain. Il faut savoir que historiquement, la position du Cameroun de tout temps, et que ce soit avec l'ancien président Idjo ou avec le président Paul Biya actuel, ça a toujours été une position de pays non aligné. Et donc, c'est cette position qui peut permettre que chaque fois, le Cameroun et le chef d'État du Cameroun cherchent à se sortir des postures d'alignement automatique. Donc, le Cameroun est un pays non aligné, en tout cas, c'est sa tradition diplomatique, qui ne peut pas, de manière catégorique, s'aligner derrière les postures définitives du bloc occidental. Sans doute, il veut diversifier la coopération militaire avec de nombreux pays pour que son non-alignement soit respecté. Donc voilà ce que je pense, une lecture rapide. Je n'ai pas les fondements politiques de la décision du chef de l'État, mais en tant que géostratège, je crois que chaque pays regarde quels sont ses intérêts à signer un accord de coopération militaire ou à se mettre sous la protection de tel pays ou tel autre. D'ailleurs, cet accord, je crois que j'ai essayé de creuser un tout petit peu pour voir quel pourrait être le contenu. Cet accord n'exclut pas la coopération avec les pays historiques. Donc c'est un accord additionnel à d'autres accords et je ne vois pas en quoi ça pourrait être préjudiciable à notre pays. Chacun peut épiloguer sur le timing. J'ai d'ailleurs entendu un diplomate français qui a travaillé au Cameroun, qui est très bien connu, monsieur, non, je ne sais pas s'il a travaillé au Cameroun, oui, mais qui était secrétaire d'État aux affaires africaines sous le président Trump. Dire qu'il est très étonné que le Cameroun ait choisi le moment où la Russie agresse l'Ukraine, envahit l'Ukraine pour signer cet accord.
C'est lui qui pense comme ça. Mais ce qui est chagrinant, c'est qu'il a fait une chute en disant qu'il croit que cette posture de la diplomatie camerounaise pourrait profiter aux Ambazoniens. Il a utilisé cette expression sur un tweet. C'est ce qui d'ailleurs met de l'eau à votre moulin quand vous dites qu'on pourrait déstabiliser les pays. Parce qu'un diplomate, même s'il est ancien diplomate, hein, c'est une personnalité qui manque de la réserve à ce niveau et qui tient un tel propos, avoue tout simplement qui sont les initiateurs de la déstabilisation des pays africains. Et c'est dommage qu'on entende cela de quelqu'un qui a occupé un poste aussi élevé que sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Donc voilà ce que je crois je pense de la signature de l'accord avec la Russie. Cette signature avec la Russie, c'est une signature d'État à État. Elle ne viole aucune convention internationale, elle ne viole aucun pays, elle n'a pas vocation à envoyer des militaires camerounais en Ukraine pour envahir l'Ukraine avec la Russie. Je crois que c'est une coopération militaire qui a pour vocation des échanges de formation, de renseignements avec l'armée russe, qui est malheureusement en ce moment engagée sur un théâtre opérationnel en Ukraine. Très bien, j'aimerais qu'on dise un mot avant de passer à la seconde phase de cette émission Sans langue de bois sur For You TV, sur la nomination à la fois d'un nouveau gouvernement, mais surtout la nomination d'un vice-président en Côte d'Ivoire, poste qui est resté vacant pendant pratiquement 2 années. Avez-vous le sentiment qu'avec ce poste qui est désormais pourvu, Alassane Ouattara donne une autre lisibilité de l'alternance au sommet de l'État où il souhaite brouiller les cartes? Bon, il est toujours très difficile lorsqu'on est ressortissant d'un autre pays de parler de manière absolue des affaires d'un pays tiers. Mais en tant qu'Africain et panafricaniste, hein, pas au sens où parfois on l'entend, c'est-à-dire qu'au sens où je m'intéresse à tout ce qui se passe sur le continent dans sa pluralité, on peut croire que la nomination d'un vice-président de la République, dans un pays où le président de la République s'est présenté dans le cas d'espèce, le président Ouattara, s'est présenté à la dernière élection pour cas de force majeure, parce que le mandat a été limité. Et malheureusement, il a perdu son dauphin qui était désigné et qui devait compétir à l'élection qui était annoncée quelques mois seulement, je crois 2 mois ou 3, au décès de ce dauphin qui était déjà désigné. Donc, il a justifié sa candidature par le fait qu'il redoutait que tout ce qui avait été bâti entre-temps s'écroule. Donc, si on fait dans la prospective politique, on peut penser que la nomination d'un vice-président de la République répond à la disparition de son dauphin qui avait déjà été désigné et peut être un indicateur de ce que la prochaine fois, le président Ouattara pourrait sortir sans crainte parce que le vice-président se sera moulé au cours de ce mandat à la fonction présidentielle. Moi, je crois que c'est une lecture tout simplement prospectiviste d'un intellectuel. Mais les fondements politiques de cette action, parce que c'est un acte politique, c'est une décision politique, il faut aller dans le cœur du président Ouattara pour savoir ce qu'il pense. Mais une lecture analytique peut laisser croire qu'un pays qui a un vice-président garantit à la survie de l'institution sa pérennité, épargne les risques d'implosion du pays en cas de disparition ou de démission brusque du président de la République. Donc voilà ce que je pense, en analysant froidement ce que je vois et en prenant référence à ce qui s'est passé avant sa réélection
et ce qui pourrait se passer s'il ne se présente pas à la prochaine élection présidentielle. Je propose que nous prenions rapidement la transition pour aborder la deuxième dorsale de cette émission sans langue de bois. Il s'agit du duel des ténors. À tout de suite. Professeur Tifmila Assoté, vous aurez donc comme contradicteur Kadias Bembo, qui est chef d'entreprise, chercheur en énergie, en petroleum engineering. Et vous allez aborder en 15 minutes, d'abord, la thématique relative à la puissance militaire du Cameroun. Est-ce qu'elle est suffisamment redoutable face aux irrédentistes, aux terroristes et aux subversifs? Voilà l'objet de la première thématique et de la phase d'échange entre vous et Kadiak. Allez-y. Je vous remercie, M. Sandio, de me passer la parole. La thématique est vaste, hein, oui. Parce que le Cameroun est une puissance militaire. Le Cameroun a eu à démontrer, n'est-ce pas, à maintes reprises, qu'il est bien équipé pour être qualifié de puissance militaire. Si on revient à l'attaque de Boko Haram dans l'extrême nord, rappelons-nous que Boko Haram avait déclaré, en Mondovision d'ailleurs, par son leader Shekau, que ses limites s'arrêteraient à Ngaoundéré, dans l'Adamawa. L'histoire lui a réservé une fin de non-recevoir. Hein. Il a été ardemment combattu par l'armée camerounaise, appuyé par un système d'autodéfense composé de villageois, qu'on peut dire. Donc, le Cameroun, revenant aussi à la récente guerre entretenue dans le Nozo par les sécessionnistes. Hein, vous avez vu que les velléités sécessionnistes de ces combattants ont été battus en brèche par l'armée. Sans grand effort, il faut le dire, parce que le Cameroun n'a pas déployé tout un arsenal pour combattre les sécessionnistes. Le Cameroun a fait du corps à corps avec les sécessionnistes. Donc ça veut dire que l'état-major des armées a réussi à limiter au maximum le budget de guerre. Ok? Donc ça veut dire que le commun des Camerounais n'a pas senti réellement que son armée était en guerre contre un groupe bien armé et bien organisé. Parce qu'il faut le dire, les sécessionnistes étaient appuyés financièrement par des organismes internationaux. Donc, ils étaient bien financés, ils étaient bien équipés. Il y avait un arsenal que l'armée a d'ailleurs repris. Et n'oublions pas aussi, à l'est du Cameroun, les rebelles qui font des incursions permanentes sur le territoire camerounais et qui sont à chaque fois, n'est-ce pas, combattus et réduits à néant. Donc aujourd'hui, si on dit que l'armée camerounaise n'est pas une puissance contre le terrorisme, contre toutes ces attaques, ce serait une erreur. Et n'oublions pas que le Cameroun est jeune. Très bien. Voilà. Professeur Tifmila Assoté, peut-on dire, sur la base de ces faits d'armes, j'y arrive, que le Cameroun est une puissance militaire redoutable? Je voulais d'abord dire bonsoir à M. Kadiak pour son intervention qui est brillante. Le Cameroun, je crois qu'il faut relativiser les terminologies de puissance militaire. Une puissance militaire dans la sous-région, oui, de notre continent, oui, c'est une puissance militaire. Nos pays, depuis l'indépendance, ont des armées de défense. Le Cameroun est une armée de défense qui se professionnalise, et c'est très bien, et donc
qui a vocation plus à se défendre qu'à une armée offensive qu'on qualifierait de puissance militaire. Est-ce que vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine? Vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie, vous voyez ce qui s'est passé en Libye. Bon, on parlerait de puissance militaire parce que les armées ont une vocation dans des puissances militaires à vivre de la guerre. En tout cas, c'est dans la tradition ancienne occidentale. Donc, notre pays a une armée de défense qui est très bien structurée et qui fait face avec beaucoup de professionnalisme et de réussite, de succès, aux différents types de menaces qui se présentent à notre pays et dans la sous-région. C'est une armée de défense qui participe à différentes interventions internationales de paix et de protection de pays dans les zones UNESCO, etc., non loin de chez nous en Centrafrique. Donc, c'est une puissance militaire au sens, dans les guillemets, au sens de notre capacité de nous défendre contre les différents types de menaces qui sont à nos portes et que l'armée camerounaise a su enrayer avec Maestro. On a vu Boko Haram en déroute, même s'il reste quelques poches de résurgence par-ci et là. L'armée camerounaise, notamment sa branche spécialisée, le BIR, a fait montre d'une très grande capacité à défendre notre pays. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est malheureux à le dire, que certains de nos propres compatriotes, nos frères, se soient laissés entraîner dans les prises d'armes contre leur pays et que cela force malheureusement l'armée à descendre sur les théâtres d'opération, non pas pour à faire face à un bataillon ennemi étranger, mais à rétablir l'ordre selon les prescriptions constitutionnelles face à ce que vous appelez les irrédentistes, en fait, qui sont des sécessionnistes. Des sécessionnistes ou, pour certains, des indépendantistes, mais dont le comportement a fini par laisser croire qu'au bout du compte, ce sont des braqueurs qui n'ont pas une idéologie très enracinée dans ce qu'ils ont annoncé à leur population prise aujourd'hui en otage. Donc l'armée se défend très bien au Cameroun. Elle a prouvé, avec aussi la guerre de Bakassi, qu'elle était capable de contenir des armées fortes, connues comme telles sur le continent. Donc, on n'a pas une armée qui a une vocation de puissance offensive. On a une armée qui a une vocation de défense puissante. Et c'est ce qu'elle fait avec brio. Il faut féliciter nos armées. Malheureusement, on a souvent vu, et ça je l'ai toujours déploré avec beaucoup de regrets, que les Camerounais, certains, et notamment surtout les journalistes, vous les journalistes, pas tous, donc je vais pas faire du tout pourri, ont tendance, les hommes politiques aussi d'ailleurs, à dénigrer notre armée, à l'accuser, à accompagner les accusations parfois infondées. Il y en a qui sont fondées parce que ça arrive dans toutes les armées. C'est arrivé aux armées de France en Centrafrique et ailleurs sur d'autres théâtres d'opération. Mais cette tendance de certains journalistes et de certains hommes politiques à accuser notre armée est mauvaise. Elle n'est pas seulement incivique, mais elle est même antipatriotique. Donc notre armée est une grande armée dans notre sous-région. Elle défend notre pays avec brio. Elle maintient la paix et la sécurité sur le territoire. Elle protège les frontières et elle garantit aux hommes de ce territoire la sécurité sur leurs biens. C'est ça sa mission fondamentale inscrite dans notre Constitution. Elle s'y acquitte parfaitement. Elle n'a pas vocation à aller attaquer les pays, mais à défendre notre territoire. Bien sûr, oui. Le destin de notre armée, c'est de devenir une armée, une puissance militaire. Parce que pour survivre aujourd'hui dans cette reconfiguration mondiale, il faut avoir une vocation militaire offensive.
et vous l'avez dit, hein, celui qui veut la paix prépare la guerre. Donc, vous l'avez dit dans votre intitulé, celui qui veut la paix prépare la guerre. Donc, le Cameroun, même s'il n'a pas une vocation offensive à aller attaquer des pays, doit se moderniser pour être une puissance militaire au niveau au moins continental, pas seulement sous-régional. Donc voilà ce que je voudrais dire pour ce qui est de notre armée, que c'est une armée de défense, elle est efficace. Kadiak, deux questions au professeur Tifmila. Professeur, je voudrais d'abord revenir sur le fait que le Cameroun est classé 21e armée d'Afrique. Donc, vous savez, le Cameroun a perdu un rang dans le classement africain des puissances militaires. Le Cameroun est 21e et 108e armée au monde. 108e. Le Cameroun est classé 108e. Bon, et je suis quand même dubitatif en ce qui concerne l'aspect défensif. Moi, je pense qu'une armée est les deux. Moi, je pense qu'une armée, c'est les deux. Donc, elle a pour vocation d'être offensive ou voilà. Défensive à la fois. Donc, défensive, c'est bien, mais elle doit aussi avoir cette propension à être offensive. Parce que, vous venez de le dire tout à l'heure, qui aime la paix prépare la guerre. Et c'est même dans ce sens que je pense que l'État, le gouvernement camerounais est en train de s'activer pour créer une industrie de l'armement au Cameroun. Bon, peut-être que c'est une exclusivité, mais c'est en train d'être fait. J'ai eu dire cela. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a encore beaucoup de choses à faire parce que notre pays pense beaucoup plus, n'est-ce pas, à se défendre qu'à préparer effectivement une véritable riposte militaire. Parce que nous ne voyons pas lors des défilés, peut-être que c'est encore caché ces secrets de défense, nous ne voyons pas tout cet arsenal qui généralement fait partie du défilé militaire dans d'autres pays. Nous voyons tout simplement des gens qui défilent avec de l'armement léger, mais le Cameroun, c'est aussi un vieux pays, il y avait un vieux président qui est sage, qui a sûrement acquis beaucoup de stratégie, beaucoup d'expérience au cours de sa fonction présidentielle. Je pense vraiment que, avec ce que vous êtes en train de dire, les militaires sont en train de nous écouter, la hiérarchie militaire est en train de nous écouter et qu'elle devrait s'activer pour que nous passons, n'est-ce pas, nous traversons l'étape de défense au potentiel d'un État offensif aussi. Parce que les défis suite à la guerre en Ukraine sont énormes. Nous sommes un pays gazier, nous avons un potentiel pétrolier. La demande va s'accroître avec les embargos et les sanctions sur la Russie, ce qui veut dire que même la volonté de certains clients peut s'imposer sur les gouvernements chez nous, et il faudrait que notre armée soit à la hauteur. Voilà. Professeur, peut-être une dernière réaction sur cette première thématique, sur l'analyse et la lecture de Kadiak Bemba. L'analyse de M. Kadiak, elle est bonne, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est bonne, il dit des choses. Pourquoi je relativise la notion de puissance militaire, M. Kadiak? Parce que d'ailleurs, quand on parle de puissance militaire, il ne s'agit pas simplement de la mobilité athlétique des soldats. Oui. Ce n'est pas seulement de ça qu'il s'agit. Nos soldats sont agiles, ils sont forts, ils sont jeunes, ils sont puissants. Voilà. La puissance militaire va au-delà de cet aspect-là que regorge déjà très bien notre armée. Il ne s'agit pas simplement aussi de quelques équipements achetés auprès des puissances militaires. Parce que vous ne pouvez pas vous-même, en tant que puissance militaire, vendre à un pays rival vos moyens de défense pour que demain, ce pays vous tienne tête. Se retourne contre vous. Donc, voilà, se retourne contre vous. Donc, c'est pour ça que nous sommes une armée de défense, parce que, pour l'instant, dire qu'on est une puissance militaire alors qu'on ne fabrique même pas une cartouche sur notre territoire serait prétentieux. Oui.
C'est pour ça que le gouvernement s'y active. Le gouvernement s'y active. La notion, ce qui est une très bonne chose. Et j'ai commis, en tant que leader politique, un ouvrage, tout un chapitre sur l'armée, sur la professionnalisation de notre armée. Et je constate avec beaucoup de satisfaction que des réformes militaires dans notre armée ont été entreprises depuis ces 10 dernières années qui sont salutaires. Mais il faut aller au-delà pour que l'armée rentre sur le terrain scientifique de la recherche. Parce que si l'armée se contente simplement d'aller sur des fronts de combat, dépouiller des moyens militaires de défense, parce que ceux qui sont soit derrière les adversaires ne nous permettent pas, ou ont des moyens développés, plus développés que les nôtres, ne nous permettent pas l'acquisition des moyens de défense, il faudrait que notre armée ait des laboratoires stratégiques et géostratégiques désormais et scientifiques où on développe les moyens de défense endogènes. Ouais. Pas seulement qu'on fabrique des cartouches. C'est déjà bien de les fabriquer, mais il faut aller au-delà pour réfléchir sur une autonomisation, une indépendance militaire, une professionnalisation militaire. Ça suppose que l'armée intervienne désormais sur tous les théâtres, les théâtres satellitaires, les théâtres scientifiques, etc. Et que toute cette intelligence qu'il y a dans notre armée ne soit pas réduite simplement à des gens qui portent des képis et des galons, mais que ce soit des véritables scientifiques qui pensent l'armée du Cameroun en termes d'armée ayant des capacités offensives. Donc, je suis d'accord avec vous sur cet aspect-là. Si on se contente, après 60 années d'indépendance, d'aller chercher des armes en Russie, d'aller chercher des armes en Chine, en France, aux États-Unis, évidemment, on sera toujours sur le coup de chantage que l'on connaît déjà. La déclaration de M. Thibon Nagy est un indicateur de ce chantage. Quand il dit ce qu'il a dit, ça suppose quoi? Que si on n'est pas aligné derrière un dictat, il y aura la réduction, la coopération militaire avec certains pays. Donc, on ne va pas nous donner des pièces détachées pour entretenir un avion ou pour nettoyer une arme. Et donc, on va diminuer les montants d'aide à la coopération militaire, etc. Ou même, on va refuser de coopérer en matière de renseignement. Donc, ces choses-là qui manquent à notre pays, il faudrait que notre armée, pour qu'elle soit véritablement une armée de défense et une armée offensive, qu'on s'y attelle, qu'on s'y penche. Sans doute, la multiplication de la coopération militaire avec d'autres pays vise cet objectif. Oui, professeur, je voudrais quand même rappeler ici que le compte de Thibon Nagy en question est un fake account qui n'est pas authentifié et qui a été prouvé être entretenu par un groupe d'ambassoniens, n'est-ce pas, logés aux États-Unis. Donc, Thibon Nagy n'a jamais fait ces déclarations. Tout ce qui lui est prêté depuis 2018 sur les réseaux sociaux, il ne l'a pas fait. Et, le compte, si vous allez sur Twitter, vous verrez que ce compte n'est pas authentifié. Et c'est un compte qui revient à chaque fois que le Cameroun fait face à un événement. Et vous le savez, vous êtes un spécialiste des relations internationales et non politiques avisé. Vous savez qu'un diplomate ne peut pas tenir ce genre de langage. Donc, le compte de Thibon Nagy, c'est prouvé et c'est même classé. C'est un fake account. Donc, ne tenons pas compte de tout ce qui est dit dans ce compte-là. C'est des organisations ambassoniennes qui tiennent ce compte. Très bien. Merci. On va prendre rapidement la transition pour... Merci pour ce démenti à la place de M. Thibon Nagy. Il nous a habitués à des déclarations qui font peser. Il n'est même pas au courant de ce compte. Je voudrais donc prendre la transition, professeur Tif Mila Assoté, pour parler cette fois-ci d'autosuffisance énergétique au Cameroun. Est-ce que la modernisation de la Sonarate, très attendue, peut permettre au Cameroun d'éviter évidemment
les conséquences de ce qui se produit à l'échelle internationale en ce moment. C'est après cette légère transition. À tout de suite. On va donc parler de la Société nationale de raffinage du Cameroun. Diak, que vous inspire la modernisation qui est restée aujourd'hui lettre morte finalement de la Société nationale de raffinage? Vous allez réagir à cela et on adressera la même question au professeur Tifmila Assoté pour savoir est-ce que la modernisation de ce fleuron de l'industrie pétrolière au Cameroun peut permettre au Cameroun d'atteindre l'autosuffisance énergétique? Allez-y. Merci, M. Sandio. Alors, je voudrais dire que la Sonara, avant l'incendie survenu en 2019, avait déjà entrepris, n'est-ce pas, un ensemble de refonds. Il était question de passer sa production de 2,1 millions de barils par an à 3,5 millions de barils de pétrole par an. Donc c'était pratiquement 50% plus de 50% d'augmentation qui était envisagée. Ça, c'était avant l'incendie. Bon, l'incendie malheureux a totalement plombé la production de la Sonara, et qui est quand même restée active sur le plan du laboratoire, parce que n'oublions pas que la Sonara dispose du plus grand laboratoire pétrolier au Cameroun. Donc, les services de la Sonara à 90, disons 75-90% ont été arrêtés à la suite de l'incendie. Et le gouvernement, n'est-ce pas, a entrepris pour satisfaire la demande nationale d'importer, accompagné en cela par des marketeurs. Donc, ils ont importé du Nigeria, de l'Angola, un peu de partout pour pouvoir satisfaire la demande en pétrole du Cameroun qui se chiffre quand même à environ 150 millions de litres par an. Alors, je voudrais dire que sur le plan énergétique, la Sonara est impérative. Mais aujourd'hui, nous avons d'autres pans qui s'offrent à nous. Nous avons le process Fischer-Tropsch, qui est un process gaz to liquide, c'est-à-dire que nous avons le gaz naturel. Hein. Il suffirait, n'est-ce pas, qu'à côté de Perenco ou bien de gaz du Cameroun, qu'on installe des unités de gaz to liquide pour augmenter notre potentiel énergétique. Il faudrait également qu'on pense, pas seulement à la Sonara, qu'on pense aussi à l'énergie électrique. Nous avons un gros potentiel hydroélectrique qui n'est pas totalement satisfaisant. Nous attendons encore environ 600 MW de ces potentiels, de ces investissements qui ont été faits sur le plan énergétique. Mais la Sonara a entamé depuis 2021 de façon timide sa modernisation, et à terme, je pense que nous aurons de très bons produits, mais il faudrait faire des micro-raffineries un peu de partout, parce que la Sonara seule ne pourrait pas satisfaire aux besoins, n'est-ce pas, en énergie de l'industrie camerounaise qui est en pleine expansion, il faut le dire. Professeur Tifmila Assoté, la modernisation de la Société nationale de raffinage peut-il en réalité permettre au Cameroun d'atteindre l'autosuffisance énergétique? Je vais pas suivre M. Kayak totalement hein, dans son développement qui fait beaucoup. Il y a beaucoup de bon sens dans son développement. Mais je ne vais pas le suivre totalement. Pourquoi? Parce que l'Afrique est confrontée à ce type de problème depuis très longtemps. C'est-à-dire quoi? Que on nous a vendu des espèces d'éléphants blancs, des complexes industriels dont la vocation présentée était de répondre aux attentes telles que celles énergétiques concernant la Sonara. Mais en fait, on n'a pas tenu compte même de la qualité de notre pétrole. Sans doute, ceux qui ont imaginé la Sonara à l'époque avaient envisagé
de raffiner le Bonny Light qui vient du Nigeria ou d'autres pays, le Brent, etc. Mais notre propre pétrole, cette Sonara n'a pas les capacités de le traiter. On est obligé d'aller traiter notre pétrole qui a un nom, je crois que c'est le Brent. On est obligé d'aller le traiter dans d'autres raffineries. Pourquoi je dis qu'il faut aller au-delà de ce que dit M. Cadillac? Parce que voilà une société, d'ailleurs je pense que le président de la République, si j'ai bien suivi, a signé un acte ou a prescrit récemment la réhabilitation de la Sodérine, de la Sonara. Je pense à la Sodérine parce que c'est un des éléphants blancs. Donc, à réhabiliter, à décider de réhabiliter. Mais comment vous allez réhabiliter une Sonara dont le coût de la dette globale s'élève à près de 700 milliards de francs CFA, même si c'est rééchelonné pendant 10 ans, entre Glencore, Adax, Perenco, etc. Comment on fait pour arriver à un tel seuil d'endettement d'une entreprise qui est supposée produire du résultat? Donc, je crains, et je fais une analyse distante, je crains que ce qui aide à la décision du président de la République promette une réhabilitation, une modernisation qui part sur des bases fausses et avec des arrière-pensées économiques auxquelles nos fonctionnaires nous ont habitués, la triche pour s'enrichir personnellement. Donc, je tiens d'abord à mettre le doigt sur cet aspect-là pour dire que si mes informations sont bonnes, le Cameroun a créé un compte spécial logé à la BEAC où il avait été décidé qu'on prélèverait à peu près 47 francs CFA par litre de pétrole acheté ou de l'essence achetée pour financer l'aide à la réhabilitation de la Sonara. Il semblerait qu'au dernier des comptes, selon les indications données par le ministère des Mines, qu'il y a à peu près 100 milliards de francs sur ce compte-là. Et que la modernisation à laquelle vous faites allusion va s'appuyer sur cet argent pour arriver à terme. Mais en même temps, c'est sur ces mêmes fonds que s'adossent les capacités à rembourser une dette qu'il faut dire comment elle est arrivée entre les différents traders et le groupe bancaire des Neufs qui, cumulé, revendique une somme d'à peu près 211 milliards de francs CFA à cette Sonara. Donc, comment peut-on moderniser une entreprise qui, curieusement, a pris feu devant ce lourd passif? Comment peut-on moderniser une entreprise qui traîne avec lui un tel seuil d'endettement sans mettre la tête dans du sable? Donc, je crains que la manière dont cette modernisation est abordée ne continue à mettre notre pays en difficulté. D'ailleurs, aujourd'hui, avec la crise en Ukraine, on voit bien que le pétrole qui entretenait le monde entier provenait de la Russie, surtout de la Russie, à cause des différents embargos qu'il y a sur le pétrole au Qatar, au Iran, la régulation qui avait été imposée par les États-Unis. Nous sommes aujourd'hui devant une situation où on a une raffinerie, mais on a des entreprises locales. J'ai lu que Sosucam, par exemple, a pris congé parce qu'il n'y a pas de gazoil. Il n'y a pas de gazoil. Mais on a une Sonara. Donc, voilà pourquoi je pense que notre pays pourrait être en difficulté si on n'aborde pas ce problème de manière efficace, rapide et sérieuse. Pourquoi? Parce qu'il nous faut des stocks de crise dans le pays. Comment le pays peut fonctionner si on n'a pas de stock de crise en cas de... Pour revenir à la défense, en cas d'attaque d'un pays, on a déjà été attaqué une fois, on pourrait l'être peut-être 2 fois, on pourrait l'être une 3e fois, à un moment où on n'a pas de pétrole du tout. Donc, aujourd'hui, il me revient, parce que je m'informe là-dessus, que la SCDP est en crise. Elle n'a pas de produits. Elle recherche des produits.
Mais qu'est-ce qu'on fait devant cela? Devant cela, il y a une régulation interne au ministère des Mines qui oriente l'acquisition du pétrole de manière dirigée vers des intérêts qui n'ont rien à voir avec le besoin énergétique de notre pays. On a des cartels de gens qui bénéficient des allocations de manière particulière au ministère des Mines et on n'ouvre pas ce marché aux gens pour permettre à notre économie de tourner en plein régime. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont des intérêts derrière cette acquisition de notre pétrole. Oui, alors que professeur, les déficits provoqués par la Sonara, les déficits provoqués par l'incendie de la Sonara, en les attribuant au marché national, ont souhaité régler cette question des déficits. Mais entre-temps, c'était confisqué par des cartels qui bénéficient des autorisations au coup par coup. Je ne mets en accusation personne, mais je mets le doigt sur des situations réelles. Parce que je sais qu'en ce moment, il y a des Camerounais qui aimeraient ramener du gasoil qui manque et qui fait fermer les entreprises. Mais comme ils ne sont pas dans ce cartel, on les oblige à passer par des vendeurs particuliers, prédésignés par avance, pour que nous puissions avoir du pétrole chez nous. Donc oui, l'économie est affectée. Professeur, je pense quand même qu'il faut un peu nuancer. Hein, parce que n'oublions pas que ce déficit en gasoil est arrivé à la suite de la guerre en Ukraine qui a vu grimper tous les prix du Brent, n'est-ce pas? Nous sommes passés pratiquement au double du prix avant-guerre, depuis avant-guerre. Et j'aimerais aussi attirer quand même l'attention du public sur le fait que, disons quand même que notre Sonara est construite dans les années 70, je crois. Elle est bien âgée. À un moment donné, on a vécu ce que presque toutes les raffineries au monde ont subi, c'est le cost and profit, c'est-à-dire que on produisait avec le patriotisme, etc., à perte. On produisait à perte. Mais c'est quelque chose qui a été solutionné par les différents directeurs qui sont arrivés à la Sonara, parce que nous raffinions à l'époque du light Brent, parce que notre Brent même était très très lourd, et il fallait maintenant du light Brent pour pouvoir être cassé à la Sonara, parce que notre four apparemment ne montait pas plus de 700 degrés Celsius. Nous avons produit avec du light Brent qui était acheté ailleurs, presque à perte pour satisfaire n'est-ce pas, la demande nationale. Mais ça a été solutionné. Pourquoi? Parce que à un moment donné, le gouvernement camerounais s'est mis à importer du condensat de gaz naturel de la Guinée équatoriale et un peu partout, n'est-ce pas, pour fluidifier notre Brent afin de lui permettre, n'est-ce pas, de le raffiner. Et ça a été vraiment gagnant parce que le Cameroun a pu rentrer dans ses frais en pratiquant cette technologie jusqu'à ce que cet incident malheureux, cet incendie, n'arrive. Alors, oui. Donc, pour chuter, oui. J'aimerais dire que le pétrole est quand même très très délicat, n'est-ce pas? Le pétrole est très très délicat, et je pense que dans un pays, quel que soit ce qu'on fait avec les réseaux sociaux et tout ce qui existe aujourd'hui, il est très très difficile d'obstruer, n'est-ce pas, tout ce qui tourne autour du pétrole. Et à ce niveau-là, je pense que le gouvernement camerounais a été très très transparent. Parce que les chiffres annoncés par le PEP et ceux annoncés par la SNH du Cameroun ont toujours été à 20% près la même chose. Donc ce qui veut dire qu'on n'a pas, notre pays, quand même sur ce plan-là, a toujours fait très bonne foi. Très bien. Merci. Professeur Pierre Millet a sauté pour sortir de cette phase d'échange sur la question de la modernisation à la suite de l'analyse de Kadiak. Oui, je crois que M. Kadiak a dit des choses qui sont intéressantes, mais le problème, c'est quoi? C'est que il a dit, hein, depuis 1970, l'usine, elle est là. Elle était construite pour atteindre un résultat. Et on ne peut pas se contenter du vernis permanent éternel.
Je vais prendre des exemples pour dire que la démonstration qu'il fait, elle pêche de faiblesse dans certains domaines. Pourquoi? Nous avions au Cameroun une compagnie qui est devenue MTN. Elle s'appelait... elle avait un nom. Ça m'est sorti de la tête, mon exil, il dure depuis 18 ans. Mais en tout cas, c'était au Camtel Mobile ou un truc de ce genre. Il produisait un résultat négatif, M. Kadiak. Négatif. Dans les mêmes circonstances et les mêmes conditions que la Sonara. C'est pour faire un parallèle. Lorsqu'on a vendu la même entreprise à MTN, vous connaissez le résultat? 12 milliards à peu près par an. Ce n'est pas le seul secteur. Nous avions la régie Fercam du Cameroun. Lorsque c'est passé entre les mains de Camrail, on connaît les résultats. Donc nous avons un vrai problème, M. Kadiak. On a un vrai problème dans notre pays et on peut multiplier des exemples comme cela. Pourquoi une entreprise? Si vous prenez la Sonara aujourd'hui, vous la remettez à un autre groupe. Je prends un exemple bidon, Glencore. Vous revenez dans 5 ans, le résultat ne sera pas le même. Ça veut dire que sur le plan structurel, sur le plan des mentalités, sur le plan de la gestion de notre bien public, il y a un malaise. Une entreprise ne peut pas se relever de quelque modernisation que ce soit si elle traîne avec elle un passif de près de 700 milliards au départ. Ce n'est prouvé nulle part dans aucune comptabilité au monde. Donc, il faut revoir entièrement. C'est la même chose qu'on fait avec Camerco, avec Camer. Combien de fois on a réinventé notre compagnie aérienne? Pour quel résultat? Donc, je crois que pour aborder cette question énergétique, comme toutes les autres, il faut aller au fond du débat. Il faut aller au fond du débat. Ça suppose qu'il faut une approche éthique de cette modernisation avec des outils qui conviennent. Telle qu'elle est abordée, je peux prendre le pari que dans 5 ans, si on revenait à une émission comme celle-ci, on reprendrait le même discours, M. Kadiak. Merci, professeur Steve Pierre Mila Sauté, d'avoir contribué au rayonnement de cette émission Sans langue de bois ce mardi. Je rappelle que vous êtes le président du Rassemblement démocratique pour la modernité du Cameroun. Vous l'aviez vous-même dit, vous êtes en exil depuis plus d'une décennie, une bonne décennie en France. Infiniment merci d'avoir accepté de répondre aux questions de cette émission d'entretien sans filtre sur Port-Louis TV. C'est moi qui vous remercie de nous avoir donné l'occasion de parler de notre pays. On en parle toujours avec foi et passion et patriotisme. Et je suis heureux de m'avoir permis de rencontrer M. Kadiak, qui est un brillant intellectuel camerounais, un expert dans son domaine, et qui, on le souhaite, contribue à la modernisation de ce secteur qui est le sien. C'est le but de la démarche. Si nous ne mettons pas le doigt sur les choses, on va venir parader devant votre média, encenser tout ce qui va mal. Moi, je dis, en sortant, que ce que j'ai lu, les prescriptions qui sont données pour la modernisation de la Sonara, elles sont biaisées, elles risquent de décevoir le président de la République. Très bien. C'est aussi le but de la démarche de ce programme, Éveiller les consciences. Infiniment merci Kadiak Beba d'être venu dans le cadre de ce programme également. Vous étiez le contradicteur de choix du professeur Pierre Mila Sauté. Infiniment merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis ce mardi dans le cadre de cette livraison de Sans langue de bois. J'aurai le privilège et le plaisir sans doute de vous retrouver mardi prochain avec un autre invité et d'autres contradicteurs. Bien le bonsoir.